Bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Free Agent. On se retrouve aujourd'hui pour la preview du Super Bowl car ça approche. Il nous reste plus que 5 jours avant de vivre ce Super Bowl entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. Oui, si vous étiez dans une grotte ces 2 dernières semaines, c'est les Chiefs et les 49ers qui sont au Super Bowl. On accueille donc, pour faire cette preview, un membre de TFA, alors qui n'est pas tout à fait neutre, mais il va essayer. Il m'a promis qu'il allait être d'une neutralité confondante pour ce podcast. C'est mon Seb. Salut Seb, comment ça va? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à toutes ceux. Oui, je me suis engagé j'ai promis d'être neutre, mais les promesses n'engageant que ceux qui y croient. Comme le dit le bon vieil adage politique, j'éviterai de réitérer mon serment. Et c'est vrai, c'est bientôt le Super Bowl, c'est-à-dire la meilleure journée de l'année après Noël. Voilà. Faut en avoir conscience. Alors j'espère pour les Chiefs que ça va mieux se passer au Super Bowl qu'à Noël, parce que ça n'a pas été franchement la fête cette année. C'était, si je me souviens bien, un match contre les Raiders de Las Vegas. Voilà. Mais bon, on va espérer pour que ça se passe mieux. Et pour nous parler des Chiefs, on a Hugo. Salut Hugo, comment tu vas? Salut Flavien, bonsoir à tous. Ça va très bien. Si on discute ensemble à ce moment-là de l'année, c'est que c'est plutôt bon. Donc, voilà. Quand tu reçois un message de TFA début février, c'est généralement t'es bien. Généralement, c'est que ça se passe bien. Si tu reçois les soirs des finales de conférence des félicitations de l'équipe de TFA, c'est que t'es bien. Voilà, c'est que Charles s'est trompé dans sa vidéo et que les Chiefs sont au Super Bowl. Voilà. Parce qu'on le rappelle, le boss s'est trompé dans sa vidéo. Tu sais, le gars qui enfonce le clou, tu sais. Comme ça, il en rajoute une couche. Et on a aussi notre autre fan des 49ers, mais lui qui sera là en tant que fan des 49ers, c'est Loïc. Comment tu vas? Très bien, et vous? Merci pour l'invitation surtout. Nous ça va bien, toi ça va bien? Puisque moi ça va bien, forcément, puisque voilà. 6-6, on compte les jours. C'est ça. Voilà, alors J-5 quand ce sera la diffusion du podcast, mais effectivement, c'est l'enregistrement. Non, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de secret, tout le monde sait qu'on enregistre le lundi pour le mardi, donc il n'y a pas de problème là-dessus. En parlant d'enregistrement, vous n'aurez pas 2, mais 3 podcasts cette semaine sur TFA, puisque 1-2-1-2, puisque semaine du Super Bowl oblige. C'est pas facile à dire semaine du Super Bowl. Oblige. On va mettre les petits plats dans les grands. Nous avons donc la preview du Super Bowl aujourd'hui. Nous aurons demain un podcast avec un invité exceptionnel. Je vous en dis pas plus. On en parlera plus longuement dans le podcast avec lui. Et jeudi, vous aurez un podcast avec Mathieu Van Bool où on reviendra sur nos prédictions foireuses de cette saison qui avait vu les Buccaneers être mis en fond de classement, les Titans être champions de division et toutes ces autres prédictions absolument détestables que l'on a pu faire sur cette saison 2023. Ce sera le podcast de la bonne humeur pour finir cette saison, n'est-ce pas mon cher Seb? Ah oui, on n'a pas fini de rigoler quand on va regarder notre tableau. Hein, là, Bon, commençons cette preview du Super Bowl en revenant un petit peu sur les saisons de vos 2 équipes. On va commencer par les 49ers de San Francisco, tête de série numéro 1 de la NFC. Une saison régulière qui s'est plutôt bien passée, Loïc, à l'exception d'une petite série. Qualifier la saison de tes 49ers, ce serait comment? En un mot, ce serait la confiance. Oh, tu peux en avoir plusieurs. Parce que globalement, on a quand même été... Ah, je peux en avoir plusieurs, non, mais t'inquiète pas. Mais globalement, on a eu confiance. Du début à la fin, on a bien commencé avec 5 victoires consécutives. On a explosé les Cowboys en semaine 5, ce qui me semble être un des meilleurs matchs d'une équipe NFL cette saison. Et puis, comme tu l'as dit, on a une petite période de contre-coup. Là, on a 3 matchs assez catastrophiques et assez inexplicables d'ailleurs, parce que juste après, il y a la bye week et on revient en force. Et puis là, on retrouve notre confiance et jusqu'au bout, on sera une équipe stable, sûre de ses forces, hormis un match contre les Ravens où clairement on a été dominé par une équipe meilleure que nous, quasiment du début à la fin du match. Et puis il y a eu nos 2 matchs de playoff un peu particuliers dont on reparlera peut-être après. Voilà, on va reparler juste après des matchs de playoff. On va pour l'instant se concentrer sur la saison régulière. Tant qu'on avait parlé des 49ers, Seb, toi c'est pareil, une équipe de San Francisco qui t'a paru quand même plutôt maître de son destin sur toute la saison.
Le mot confiance utilisé par Loïc, oui, il me semble approprié. Ouais, je vais quand même m'arrêter un petit peu sur ce, ce passage à vide de 3 matchs qui, moi, à mon avis, est assez simple à expliquer. C'est que, alors on dit un seul être vous manque, non, là, en l'occurrence, 2-3 êtres vous manquent et tout est dépeuplé. Les blessures de Trent Williams et de Deebo Samuel ont montré à quel point ces deux joueurs étaient essentiels dans le dispositif des Niners, même si c'est pas forcément les plus visibles, je dirais. Les performances s'en sont tout de suite ressenties. Néanmoins, ils sont restés maîtres de leur destin, ils sont restés très maîtres de leur jeu surtout. Les forces n'étaient pas forcément là où on les a attendus, ça j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard lors du podcast, mais le terme de confiance me semble approprié, même si on pourra parler un petit peu des playoffs comme tu l'as dit Loïc. Si je peux juste répondre par rapport aux absences de Trent Williams et Deebo Samuel à ce moment-là, je suis d'accord avec Sébastien, ça explique sûrement notre contre-performance offensive, mais de mémoire, c'était quand même surtout la défense et surtout la D-line même qui était assez cataclysmique à cette période-là, ce qui n'était absolument pas attendu au vu de la saison 2022 de notre défense. Donc oui, il y a eu les absences en attaque, mais je ne m'explique quand même pas la faiblesse de notre défense sur cette période-là de la saison et même sur d'autres périodes de la saison, dont les playoffs, dont on parlera après. Hugo, toi, du côté des Chiefs, alors on est en direct d'Arrowhead avec Hugo, vous le voyez pas, mais nous, on a une image d'Arrowhead juste derrière nous, ça nous fait plaisir, on aime bien Arrowhead. Cette équipe des Chiefs qui a été souvent critiquée pendant cette saison régulière, qu'on a beaucoup dit moins impressionnante que les autres saisons, est-ce que toi, finalement, tu as passé la saison régulière tranquille en te disant que vous saviez où vous alliez et encore une fois, vous alliez visiblement au moins jusqu'au Super Bowl? Alors, les critiques étaient totalement fondées. Il ne fallait pas se cacher. On n'a pas vu les Chiefs qu'on voyait d'habitude en saison régulière. Après, on a 6 défaites sur le bilan. On peut retirer une défaite contre les Broncos où Mahomes a joué en étant grippé. Donc, ça n'explique pas tout, bien sûr, mais bon, ça peut expliquer une partie du résultat. Après, mis à part en saison contre les Packers, où là, on n'était vraiment pas au rendez-vous. Le reste des défaites, c'est des défaites qui se jouent à pas grand-chose, ça joue à moins d'une possession. Donc voilà, il y a eu pas mal de passes droppées au niveau des receveurs. On a eu beaucoup de receveurs avec les mains qui glissent. Je crois qu'on est la pire équipe au niveau de la NFL, au niveau du nombre de passes droppées. Des passes droppées qui ont mené à des interceptions, plusieurs fois qu'on s'est pris des touchdowns par les équipes défensives. Mais on a vu aussi un changement au niveau du jeu, où Andy Reid, même Mahomes, passe beaucoup plus par le sol, chose qu'on voyait moins sur les saisons précédentes. On a la défense qui a énormément gappé aussi par rapport aux saisons précédentes, chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir à Kansas City. On a limité énormément les attaques adverses. Notamment avec je crois qu'on a 7 ou 8 matchs où les équipes adverses en deuxième mi-temps scorent moins de 7 points. C'est ce qu'on a vu aussi au niveau des playoffs. C'est ce qui s'est répété aussi. On a une défense à la passe qui a énormément gappé avec Snead. Snead, sur la saison, il encaisse un seul touchdown par le receveur qui couvre. C'était en playoff contre les Bills avec le touchdown de Shakir. Le reste, il a réduit au silence nombreux wide receiver 1, à savoir Tyreek Hill, Justin Jefferson notamment. Donc voilà, on a eu un gros changement de type de jeu, parce que je vous avais déjà expliqué au cours de la saison. Et on l'a vu encore au niveau des playoffs, où voilà, on a une grosse défense, et ce qui n'oblige pas Mahomes à surjouer, à faire le héros, ce qu'il avait tendance à faire plusieurs fois où ça a marché les saisons précédentes. Et cette saison, voilà, où il bat malheureusement son record d'interception, parce qu'il a voulu trop forcer plusieurs fois. On le sentait frustré sur le banc, à trépigner. Voilà, il n'admettait pas que ses receveurs puissent dropper autant de ballons. Donc voilà ce qui peut expliquer la saison un peu poussive des Chiefs en saison régulière. Alors, pour les playoffs, parce qu'on a dit qu'on parlerait très rapidement des matchs d'avant ce Super Bowl 58, on a l'impression,
que les Chiefs montent en puissance et que les 49ers sont un peu, à l'image des Chiefs en saison régulière, un peu plus poussifs. Est-ce que, Loïc, tu as cette sensation-là tout semble vraiment difficile pour les 49ers pendant ces playoffs? Alors, je suis totalement d'accord. Au sortir de notre victoire contre les Lions en finale de conférence, j'étais assez pessimiste. Pas pessimiste, pas au point de dire qu'on n'a aucune chance, mais dans le sens, pour moi, c'était plutôt du 60-40 à l'avantage des Chiefs, là où les bookmakers, par exemple, pensent exactement le contraire. Les bookmakers mettent les 49ers favoris pour ce match. C'est ça. Et ça me surprend parce que pour moi, les playoffs, c'est quand même vachement une affaire de dynamique, la dynamique de fin de saison de régulière, la dynamique de playoffs. Et là, les Chiefs sont sur une pente ascendante assez impressionnante. Là où nous, on a galéré à battre le 7e seed en divisional et on a dû remonter à un retard de 17 points contre les Lions en finale de conférence avec une défense très inquiétante qui s'apprête à affronter le meilleur quarterback de la ligue. Donc non, moi, je suis complètement d'accord pour dire que les dynamiques... Je dirais pas que les Niners enfin si, en fait, on a ralenti le rythme depuis notre défaite à Noël contre les Ravens, où j'ai l'impression qu'on a un peu perdu en confiance du côté de Brock Purdy et où nos lacunes défensives, notamment sur la D-line, réapparaissent et sont de plus en plus flagrantes, comme on l'a vu contre les Lions, où on s'est fait ouvrir dans le jeu au sol. Donc ouais, je suis plutôt d'accord pour dire que la dynamique est clairement à l'avantage des Chiefs. Et on espère que simplement le fait qu'on ait un effectif globalement supérieur fera pencher la balance dans notre sens. Hugo, toi, c'est pareil, les dynamiques pour toi sont plutôt, la dynamique actuelle est plutôt en faveur de Kansas City? Oui, parce qu'au sortir de la saison régulière, tu m'aurais dit on va se retrouver au Super Bowl. En tant que fan, oui, j'y crois forcément. Enfin, tu l'espères toujours. Après, dans les faits, voilà, plus compliqué. Après, on sait que, Mahomes, ça fait ces 6 années titulaires, il va en playoff tous les ans. Donc, il a quand même un bon paquet d'expérience, si on peut dire. Andy Reid aussi, et on sait tous les ans que les Chiefs, à partir des playoffs, ils se mettent en mode playoff. Et voilà, je dis pas que rien ne peut nous arrêter, mais voilà, on passe à un autre niveau, on oublie ce qui s'est passé en saison régulière, et c'est un autre championnat qui commence, si on peut dire. Seb? Je serais assez d'accord avec cela, disons. Je n'irais pas jusqu'à dire que les Niners sont actuellement poussifs. Je dirais qu'on a joué à se faire peur. Je dirais qu'effectivement, il y a certaines lacunes, notamment en défense, qui ont fait que l'on s'est fait peur. On parlait du match Green Bay tout à l'heure. Il ne faut pas oublier que Green Bay, 7e seed, d'accord, mais qui était sur une sacrée dynamique avant les playoffs, et eux qui sont arrivés pleine bourre et pieds au plancher. Du côté des Chiefs, je trouve la situation un petit peu paradoxale. Effectivement, ils sont passés en mode playoff, ils sont passés en mode, je dirais pas rouleau compresseur, mais équipe sûre de son fait et qui assure durant ces playoffs. Il ne faut pas oublier que les victoires ne sont quand même pas larges. Et je dis c'est un petit peu étonnant parce que Kansas City, le plus fort de sa saison, et c'est paradoxal, on a dit ils montaient en régime au fur et à mesure de la saison, mais le plus fort de leur saison, ils l'ont fait avant leur bye week, où ils alignent, après la défaite contre Détroit, 6 victoires avant de se faire donc stopper sur ce non-match contre Denver, puis de s'offrir Miami la semaine suivante. Et après, sur la deuxième partie de championnat, on est quand même un petit peu plus en dents de scie, mais ça se retrouve sur les playoffs, sur des victoires certes étriquées, mais des victoires tout de même, et je pense que c'est une équipe qui arrive en confiance pour cette finale. On va rentrer un petit peu plus dans le cœur du jeu, de ce Super Bowl 58, avec un affrontement forcément qui va être très suivi et qui va être très intéressant à suivre. On va commencer par parler un petit peu de la défense de Kansas City, qui sera donc opposée, on en reparlera par la suite, à certains playmakers particulièrement difficiles à maîtriser du côté des 49ers. Cette défense des Chiefs, Hugo, elle a quand même été particulièrement impressionnante pendant toute la saison. Tu parlais d'Elgarius Sneed tout à l'heure, mais c'est tout le bloc défensif qui a vraiment fait une saison incroyable. Oui, en fait, on a avec notre coordinateur Steve Spagnuolo, en fait, qui a la capacité de cacher les jeux défensifs sur lesquels on va s'appuyer sur chaque snap.
Et en fait, on a l'avantage d'avoir vraiment une défense qui est plutôt homogène. On a, bon, à part Snead, voilà, qui est un peu en dehors, voilà, qui survole vraiment cette saison. Le reste, on a des joueurs qui sont à peu près tous au même niveau. Bon, il y a toujours Creed Jones qui fait l'office d'épouvantail sur la D-line. Mais après, le reste, c'est des joueurs qui restent homogènes. On a Karl Aftis qui est dans sa deuxième année. On a Trent McDuffie, notre autre cornerback aussi, qui est dans sa deuxième année. Et voilà, il y a eu des ajouts qui ont été faits derrière au niveau avec l'ajout d'Edwards qui venait de Tampa. Et voilà, on a Shamari Connor aussi en rookie qui fait le travail. Et voilà, comme tu dis, on n'a pas de gros playmakers défensifs. On a vraiment une homogénéité qui est bien utilisée par Steve Spagnuolo. Et statistiquement, c'est quand même quelque chose qu'on retrouve. On a une équipe qui est deuxième en nombre de yards concédés sur la saison. On a une équipe qui est deuxième en nombre de points concédés aussi du côté de la défense de Kansas City. Vraiment, Seb, on a eu une défense qui a été impressionnante sur toute la saison, que ce soit saison régulière ou play-off. Défense particulièrement impressionnante. Comme tu le disais, deuxième meilleur scoring defense, 17,3 points par match alloués. C'est le plus petit nombre de points alloués par Kansas City depuis 1997. C'était 14,5 à l'époque. Et ils ont également, en termes de nombre de total yards alloués, c'est la meilleure performance défensive de l'équipe depuis 1995. Ça n'est quand même pas rien. Également, les Chiefs, il faut le noter, ont encaissé moins de 28 points lors de chaque match de la saison, y compris les playoffs. Ils sont la première équipe à le faire sur 20 matchs, et il y en a 4 autres qui ont réussi à le faire sur toute la saison, et toutes ont fini avec le titre. C'est les Ravens en 2000, Tampa Bay en 2002, Pittsburgh en 2005 et Green Bay en 2010. C'est dire si cette défense, ça va être un point clé pour Kansas City, s'ils espèrent remporter le Super Bowl. Oui, très clairement, ça va être une des clés de cette rencontre, cette défense. Tiens, pendant qu'on parlait d'Elgarius Sneed, Hugo, tu l'aurais mis dans les 5 finalistes du Defensive Player of the Year, quoi ? Au vu des stats et des résultats qu'il a eu, oui. Enfin, c'était d'ailleurs, je dirais pas un scandale, je dirais pas jusque là, mais qu'il soit même pas nommé dans les. Pour moi, il faisait partie des finalistes. Il devait faire partie des finalistes, ouais. Pour moi. Voilà. C'est un gros oubli. C'est un gros oubli, je trouve. Si on regarde vraiment à chaque fois le nombre de yards qu'il a accordé au receveur numéro 1 des attaques adverses, on voit aussi que voilà, contre Miami, que ce soit contre les Ravens ou même contre les Bills, voilà, c'est des équipes qui ont plutôt des très bonnes attaques. Et voilà, c'est des attaques qu'on a vraiment limitées. Donc voilà, je pense que ouais, pour moi, c'est un petit oubli quand même. C'est un joueur dont on a dans les médias généralistes, hein, je parle pas évidemment vous en tant que fan des Chiefs, vous en avez parlé tout au long de la saison, mais dont on n'a pas énormément entendu parler jusqu'à on va dire ce dernier mois de compétition où ça a commencé, et évidemment avec l'action qu'il fait sur Zay Flowers en finale de conférence où là ça a explosé. Mais c'est vrai que nous, quand on a commencé à parler d'Elgarius Sneed, on n'avait pas l'impression qu'il y avait un engouement dingue, et quand on a regardé la liste des finalistes pour le Defensive Player of the Year avec Sébastien, on en a parlé et on s'est dit bah tiens, c'est étrange quand même qu'il soit pas au moins dans les 5 finalistes. Après, de là à gagner le trophée, c'est une autre question, mais au moins dans les finalistes, ça m'aurait semblé particulièrement logique. Loïc, cette défense des 49ers, des Chiefs de Kansas City, qui est donc particulièrement solide, elle va avoir fort à faire face à de nombreux playmakers du côté des 49ers, à commencer par Christian McCaffrey, bien évidemment. On ne peut pas parler des 49ers sans parler de Christian McCaffrey. Déjà, il a réussi l'incroyable exploit de nous faire une saison en bonne santé, ce qui n'était pas gagné vu le taux d'utilisation qu'il avait quand même. Franchement, Seb, il y a des moments au début de saison, quand on voyait comment il était utilisé, on s'est dit, on espère qu'il va pas finir sur les rotules à la mi-saison, quoi. Le connaissant un peu le bonhomme. Après, c'est lui qui l'a demandé aussi. Donc, à ce niveau-là, si quand tu lui demandes ça, enfin, McCaffrey, quand il est arrivé à San Francisco, il a clairement dit à Shanahan, moi, je suis pas un running back gadget, je suis un running back classique. Il faut me mettre la balle sur le ventre et m'envoyer entre les tackles. Et c'est ce qu'ils ont fait. Après, c'est vrai que, oui, avec le passif qu'il a eu à Carolina, on pouvait se poser des questions.
Et donc, ce Christian McCaffrey et cette escouade de course de nos amis des 49ers, c'est la 3e meilleure attaque à la course de toute la NFL. Elle va défier la 18e défense contre la course, à savoir les Chiefs. Mais des Chiefs qui ont été plutôt performants dans le jeu, dans la défense au sol, face aux Ravens notamment, alors que c'était l'une des grandes forces de Baltimore. Loïc, est-ce que pour toi, le jeu au sol peut être la clé d'une victoire des 49ers, une grosse performance de CMC? Oui, clairement, pour moi, c'est le match-up le plus déséquilibré quand on regarde les stats. Parce que pour moi, on a le meilleur running back du monde. Enfin, pour moi, pour tout le monde, on a le meilleur running back du monde. Je pense qu'il n'y a pas de discussion. qui aurait quasiment pu être MVP cette année face à une défense des Chiefs contre la course qui est pas mauvaise, mais qui est mid-range, on va dire, pour une équipe qui va au Super Bowl. Donc oui, pour moi, il y a clairement un avantage à tirer de ça du côté de Kyle Shanahan. Pour moi, il va falloir plus compter sur le jeu au sol que sur le jeu à la passe, même si évidemment, il faudra une attaque complète. Mais je suis plus inquiet quand je regarde les cornerbacks des Chiefs qui me paraissaient très bons. Que quand je regarde la ligne défensive des Chiefs, qui m'a l'air d'être bonne dans le pass rush, mais pas tant que ça dans la défense contre la course. Donc pour moi, oui, il y a clairement un avantage à tirer de ça. Seb, tu voulais ajouter un truc? Non, c'est bon. Loïc, je croyais que tu avais levé la main. Non, j'ai rien à ajouter. Loïc a été particulièrement complet sur le sujet. Alors c'est parfait. Hugo, toi, CMC, c'est la menace numéro 1 pour toi de cette attaque des 49ers où tu te dis qu'avec Kittle, avec Samuel, avec Brandon Ayuk, ça peut venir d'un peu partout? C'est forcément une attaque qui fait peur rien que par les noms. Enfin, il y a des menaces qui peuvent être de tous les côtés. Il va falloir contrôler à la fois le sol et les airs. Après, on sait que on a la capacité, on l'a montré plusieurs fois, où on arrive à s'adapter au cours du match. Où première mi-temps, on va dire, ça passe, c'est un peu porte ouverte. Par contre, deuxième mi-temps, on ferme tout. On a compris comment ça joue en face, on ferme à clé. Et on arrive à bloquer. Donc voilà, c'est comme Loïc le dit, je pense que c'est le meilleur running back de la ligue. Il est très très fort, il est vraiment puissant, même tout ce qui va être yard after catch, c'est ça où il va falloir pas se rater sur les plaquages, parce qu'après dès qu'il prend de la vitesse, c'est très compliqué. Mais je pense qu'on est en mesure de le bloquer. Après, pas forcément tout de suite, une fois qu'on aura compris le fonctionnement. Après, reste à voir si la ligne offensive des 49ers va être capable de créer les blocs, les passages qu'il faut pour qu'ils puissent passer. Au niveau de l'attaque dans les airs, Loïc, vous avez quand même des forces intéressantes, que ce soit Deebo Samuel, Brandon Ayuk, on en a esquissé leur nom là, tout à l'heure, même George Kittle. Il y a quand même du talent pour Brock Purdy pour trouver des cibles. Bien sûr, il y a une escouade de cibles qui est extrêmement variée. Il y a les 3 noms que tu viens de dire, nos 3 stars à la réception, mais il y a aussi Juszczyk et CMC qui peuvent apporter, Jawan Jennings en receveur 3, qui est un mec dont on parle pas beaucoup, mais qui fait le taf, qui va choper énormément de réceptions sur les third down. Donc vraiment, on a une escouade de cibles extrêmement complète, peut-être la meilleure de la ligue au global, si on regarde pas les receveurs, mais les cibles dans leur ensemble, avec un Brock Purdy en lequel j'ai pas personnellement beaucoup confiance. Alors, ces dernières semaines, il m'a un peu plus fait peur qu'avant, où je trouvais qu'il dégageait une sérénité à toute épreuve, ce qui n'est plus tant le cas que ça depuis le match face aux Ravens, dont j'ai déjà parlé, où il avait lancé 4 interceptions avant de sortir sur blessure. Mais donc, on a une attaque aérienne qui est capable de mettre à mal tout le monde, même si je pense quand même que c'est dans le jeu au sol qu'on a le plus à gagner. Justement, tu parles de Brock Purdy, j'allais y venir. Seb, est-ce que toi, Brock Purdy, t'as toujours confiance? On avait l'impression, et Loïc vient de le dire en parlant de sérénité, c'est vrai que l'an dernier, quand il est arrivé en play-off, on s'est dit, tiens, c'est quand même ses premiers play-offs. Il n'était pas prévu pour être là à ce moment-là dans la saison 2022. On rappelle un peu l'histoire. Hein, il a été titularisé après les blessures de Trey Lance et de Jimmy Garoppolo. On a ce Brock Purdy qui arrive, qui finalement
réussit plutôt bien jusqu'à sa blessure en finale de conférence. On rappellera le nom du quarterback, Joe Johnson, qui est rentré après, qui maintenant est chez les Ravens. On a découvert qu'il était chez les Ravens à la dernière journée de la saison régulière. Donc c'est un truc incroyable. Et Brock Purdy, là, il va devoir affronter son premier Super Bowl. Est-ce qu'il peut être rattrapé par la pression ? C'est toujours envisageable. Ça reste un joueur qui est jeune et malgré sa réussite, son expérience en playoff, elle est encore limitée. Moi, néanmoins, je lui conserve ma confiance. Il a été régulier toute la saison. Faut pas oublier que c'est quand même un quarterback à 4 milliards. Il a été dans la discussion du MVP aussi pendant très longtemps. Il a été très longtemps dans la discussion du MVP. Tu as raison de le rappeler. Mais voilà, en termes de yards lancés, il est quand même top 5 de la ligue. 31 touchdowns, ça le met 3e. 11 interceptions, ça le met 10e. Et il est premier en QB rating sur toute la saison. Tout peut arriver, mais s'effondrer à ce moment-là, ce serait quand même malheureux. Il a déjà passé son signe indien personnel avec la finale de conférence. Il faut terminer l'histoire. Il l'a passé en bonne santé en plus, qui n'était pas gagné par rapport à l'an dernier. Et en plus de lui, c'est un peu toute la franchise des 49ers qui a vaincu ce signe indien, parce qu'on sait que ces derniers temps, ça pêchait souvent dans les derniers moments. Et on parle de la capacité de Brock Purdy à rester serein dans les matchs à haute intensité. Alors, dans les matchs de playoff, il faut quand même rappeler que quand il n'est pas blessé, Brock Purdy est à 100% de victoire en playoff dans sa carrière. Oui, c'est vrai. Même si, bien sûr, il n'est pas tout seul dans cette équipe, très loin de là, mais il a. Cam Newton a dit que c'était le 10e meilleur joueur de son équipe. Et as-tu vu ce qu'il lui a répondu ? Alors j'ai vu la réponse, mais je ne m'en souviens plus. Mais tu vas peut-être pouvoir nous la rappeler. Purdy a répondu qu'il était très certainement le 10e meilleur joueur de son équipe. Mais mais que lui, il avait plus de 90 quarterbacks en NFL et Cam Newton n'en faisait pas partie. Voilà. C'était pour la petite. Alors pour ceux qui n'ont pas vu, c'était une sortie de Cam Newton dans son podcast où il disait que Brock Purdy sur le match contre les Lions, c'était probablement le 10e meilleur joueur offensif de son équipe. Ce qui est probablement, alors de dire qu'il a peut-être pas été le meilleur à la rigueur, mais de dire que c'est le 10e, c'est probablement un peu exagéré. Mais enfin, on connaît Cam Newton, il aime bien faire parler de lui. Donc il fait une très bonne mi-temps quand même en deuxième mi-temps, Brock Purdy. Donc, bien sûr. Non, mais c'est pour ça que c'est quand même très, très nettement exagéré. Ça, c'est assez évident. Mais Newton a une dent contre Purdy. On l'a pas découvert la semaine dernière. Ça fait des semaines qu'il crache sur son dos. On ne sait pas pourquoi. Je sais pas, on lui avait peut-être promis un poste de QB3 à San Francisco. Finalement, il n'a pas eu. Je sais pas. Ça doit être ça. Il y a dû avoir un truc. Il y a dû avoir une affaire dans ce genre-là. On parle maintenant un petit peu de la défense des 49ers et de l'attaque des Chiefs de Kansas City, avec une attaque, Hugo, qui... Alors, tu l'as dit, il y a eu des problèmes de drop toute la saison, des problèmes de receveurs. On va pas rappeler l'affaire Kadarius Toney, on va pas rappeler les mauvais souvenirs du hors-jeu, tout ça, tu vois, c'est trop méchant. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de problèmes au niveau de la réception du côté des Chiefs. Beaucoup ont dit aussi que Travis Kelce avait été... un petit peu, très bien muselé cette année, un petit peu en dessous de ce qu'il nous avait proposé les saisons précédentes, ce à quoi Seb rappelle toujours que c'est quand même le meilleur receveur de l'équipe, mais malgré une saison à moins de milliards, et encore on sait qu'il a fait moins de milliards parce qu'il n'a pas joué le dernier match, sinon il y serait probablement arrivé. Mais là, on a l'impression depuis le début des playoffs que la connexion Mahomes-Kelce a est complètement réapparu avec en point d'orgue ce match contre Baltimore absolument incroyable de la part du numéro 87. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, juste pour être précis, dans la saison régulière, il rate 2 matchs. Le premier. Voilà, oui. Voilà, donc en fait, je crois qu'il lui manque 60 yards pour être au 1000. Donc voilà, ça joue vraiment à rien. Après, en playoff, là, surtout contre Baltimore, je crois que Kelce, il est à 100% de passes attrapées quand il est targeté. Je crois qu'il a 12 sur 12 ou 11 sur 11. Et voilà, c'est très, très efficace en playoff. On sent vraiment, c'est le Kelce playoff, c'est celui qui est vraiment dedans. Et d'ailleurs, si on peut voir sur la grosse réception qu'il fait contre Baltimore où il se jette pour rattraper la balle. C'est où Mahomes a quasiment 10 secondes pour lancer. Mahomes a 9 secondes pour lancer.
Et on voit tout au long du jeu qu'il y a MVS qui est tout seul dans la end zone. Il lui fait des grands signes, il est absolument tout seul. Et au fait, Mahomes ne le cherche même pas. Il suit des yeux Kelce tout le long parce qu'il sait que c'est à lui qui va lancer la balle et c'est là qu'il réussit. Donc on a vraiment cette connexion qui est retrouvée entre le 15-87. Donc voilà, c'est ce qu'on attend de voir. Voilà, il a battu le record de Jerry Rice. De Jerry Rice. Voilà, il y a encore d'autres records à battre. On ne pensait pas que ça serait un record qui serait battu rapidement. Il a dépassé Gronkowski. Donc voilà, il était un peu en dedans vraiment cette saison. Voilà, moi qui suis un grand fan de Travis Kelce, je reconnais totalement. Alors justement, est-ce qu'il a été en dedans ou est-ce qu'il a été particulièrement bien Est-ce que le manque de receveurs, entre guillemets, hein, de gros receveurs autour, n'a pas concentré aussi les défenses autour de Travis Kelce, ce qui l'a rendu plus difficile à attraper, plus difficile à trouver pour Patrick Mahomes? Si justement, parce quand on regarde sur la saison, il est souvent double, voire triple team sur pas mal de jeux. Donc voilà, Mahomes, ayant moins confiance envers ses receveurs, voilà, cherchait un peu sa bouée de sauvetage, Travis, où es-tu? Et c'est souvent là que ça a amené à des turnovers. Et d'ailleurs, voilà, c'est tous ces petites choses-là qu'on a réussi à effacer en arrivant en playoff. Parce que arrivant en playoff, on a beaucoup moins de drops. Je crois contre les Ravens, on a 2 ou 3 passes qui sont mal catchées, mais c'est vraiment minime par rapport au standard de la saison. Et depuis le début des playoffs, on a 0 turnover, on n'a perdu aucun ballon, que ce soit fumble ou interception. Donc quand on arrive vraiment à être clinique comme ça, c'est là que voilà, on retrouve vraiment nos Chiefs. Les points en moins, mais la défense fait la différence. Donc ouais, je pense qu'on peut dire que la connexion entre Kelce et Mahomes est bien là, est bien retrouvée. Elle est revenue au meilleur moment. Travis Kelce, toi Loïc, c'est évidemment, je pense, la menace qui te fait le plus peur du côté des Chiefs. Hormis Mahomes, si on le considère pas, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est Travis Kelce qui nous fait le plus peur. Lui et peut-être Pacheco aussi en running back parce qu'on a un problème en défense contre la course. Mais clairement, à la réception, il y a quasiment que Kelce à mes yeux. Il y a quand même eu une bonne saison aussi, Hugo, de Rachi Rice. Ça t'a surpris ou c'était un joueur que tu attendais à ce niveau-là? Faut savoir que les rookies en receveur sous Andy Reid ne brillent pas la première saison. Si on compare avec Tyreek Hill, Rachi Rice a plus de yards et de touchdowns que Tyreek Hill sur sa première saison. Je pense qu'on a essayé de le protéger aussi, parce que au vu de la saison, voilà, le but c'était pas non plus de lui lancer beaucoup de ballons à Mahomes qui était moins en confiance. Voilà, le but c'était pas non plus de le desservir en le mettant pas dans les meilleures conditions. On l'a vu monter au fur et à mesure de la saison, et où il est impressionnant, c'est aussi dans tout ce qui est yard after catch. Je crois que c'est un des meilleurs receveurs en yard after catch. Voilà, dès que la réception est faite, avec beaucoup de screen pass aussi, c'est beaucoup notre ADN. C'est là qu'on le retrouve, et je pense que voilà, il va aller crescendo les prochaines saisons. Là, c'est ses premiers playoffs. Il est au rendez-vous, même si voilà, en termes de cible, c'est Kelce qui est ciblé principalement en receveur numéro 1. Mais après, si Kelce est double team, voilà, ça laisse forcément une personne seule. Et on sait que voilà, Mahomes a Rachi Rice, il y a MVS qui est plutôt top en playoff. On en a parlé rapidement en message privé ensemble de l'apport de Marquez Valdez-Scantling. C'est vrai qu'en playoff, il a tendance à faire, et encore une fois, ça a été le cas contre Baltimore avec cette réception qui scelle le match. Hein. C'est très souvent que MVS, alors qu'on ne le voit pas forcément à tous les matchs de saison régulière être ultra performant, une fois les playoffs arrivés, arrive lui aussi à step up. Exactement, puis aussi on a tout ce qui est Noah Gray, notre tight end numéro 2, voilà, qui passe un peu sous les radars, comme Justin Watson, notre receveur qu'on pourrait qualifier de numéro 3, ou souvent en troisième tentative, quand on est un peu coincé, c'est des joueurs qu'on va aller chercher, et qui permettent souvent de faire la différence. Et aussi on a aussi nos running backs qui sont double menace, que ce soit Pacheco, Clyde Edwards-Helaire et McKinnon qui va sortir d'injury réserve.
voilà, ça reste 3 running backs, mais qui sont capables de recevoir les ballons. Donc, en augmentant le nombre de cibles potentielles avec un Kelce qui peut être double team, ça peut créer des espaces et donner un peu le tournis à la défense adverse. Alors, on parlera de Pacheco juste après, mais j'ai une question pour toi, Seb. Il y a une déclaration de Travis Kelce qui a dit que George Kittle était le meilleur tight end de la ligue. C'était il y a 3 jours. C'est l'heure de trancher pour toi. Travis Kelce ou George Kittle, qui est le meilleur? Moi, je suis absolument d'accord avec Travis Kelce. J'aime beaucoup Travis Kelce et je suis absolument d'accord avec lui. Je suis un fan de Kelce. Très sérieusement, j'aime beaucoup Travis Kelce. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Moi, je trouve très chouette qu'ils disent que Kittle est le meilleur tight end de la NFL. Ce qui, cette saison, statistiquement, est vrai. C'est 2 joueurs que je place à peu près dans la même catégorie en termes de ce qu'ils peuvent apporter dans leur équipe, même si effectivement en termes de volume de jeu, celui de Kelce est beaucoup plus important pour Kansas City actuellement. Et c'est vrai qu'on pourrait arguer, alors il a manqué en effet les milliards de peu, il les a manqués de 16 yards plus exactement, il a amassé 984 yards cette saison, et je pense qu'il est en fait victime de la... Alors, je mets des gros guillemets à ce que je dis, mais de la baisse de régime générale de l'attaque de Kansas City, qui n'amasse pas les yards et qui n'amasse pas les points comme elle a eu l'habitude de le faire la saison ou les saisons précédentes. Baisse de régime qui n'est pas pour autant un point faible, parce qu'on l'a vu en cours de saison, ils ont su faire quelque chose, c'est justement s'ajuster, faire avec ce qu'ils avaient, et je pense que ça va être notre point précédent, et en particulier avec leur jeu au sol, avec Carlos Pacheco qui a pris une Isaiah Carlos. J'y sors 12, Carlos. Si ça sort Carlos Pacheco. Si, je sais où ça sort. C'est son frère. Non, pas du tout. Rien à voir. C'est dans un autre domaine. Isaiah Pacheco qui a pris une importance cruciale dans le dispositif offensif des Chiefs, ce qui n'était pas forcément le cas sur la première partie de la saison. Oui, c'est vrai que Hugo, je voulais t'en faire parler un petit peu de cet Isaiah Pacheco qu'on a trouvé alors déjà très, très, très intéressant toute la saison. Hein. C'est vrai que le jeu au sol n'a pas été forcément ces dernières saisons l'atout numéro 1 des Chiefs de Kansas City. Ça là-dessus, je pense qu'on sera tous d'accord. Mais cette saison, on a trouvé un Isaiah Pacheco vraiment performant. Et dans son match contre les Ravens de Baltimore en finale de conférence, il a été très utilisé. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais ça doit être 22 ou 23 courses, quelque chose comme ça. Et même si ses stats, il n'a pas fini à 120 yards au sol, mais un apport vraiment qualitatif, parce que c'était lui qui allait chercher les 2 yards qui manquaient pour une première tentative pour garder les drives en vie. Et c'est vrai qu'il a eu cette utilisation d'user vraiment la défense des Ravens qui, au final, a pu aussi faire pencher la balance du match. Ouais, exactement. C'est comme tu dis, c'est pas spécialement de notre ADN, mais il a fallu que cette saison qu'on s'adapte, justement, parce que l'attaque n'était pas forcément au rendez-vous comme elle pouvait l'être les années précédentes. Après, on a aussi une chose qu'on a beaucoup fait contre les Ravens, c'est le ball control. Chose que Reed n'était pas non plus, c'était pas un spécialiste non plus du ball control. Et voilà, en maîtrisant l'horloge, tu vas fatiguer la défense adverse. Et tu mets le quarterback arrière sur le banc et c'est l'endroit où il est le moins dangereux pour toi. Et c'est ce qu'on a fait contre... Alors, il y a des quarterbacks qui sont plus dangereux sur le banc que sur le terrain. J'en connais. Je ne donnerai pas de nom. Voilà. On regardera du côté des Giants de New York, notamment. Non, c'est méchant. Oh, l'attaque contre les Giants. Oh, les par derrière avec la semelle en avant. Là. Oh là là. Et en plus, il n'y a personne de la rédaction de TF1 pour venir défendre le pauvre quarterback que j'ai pas cité. Tu vois, c'est quand même terrible. Vas-y, pardon, Hugo, je t'ai coupé du coup. Mais ouais, du coup, en utilisant beaucoup Pacheco, voilà, ça faisait depuis le temps que je suis des Chiefs. C'est depuis la saison, on avait Hunt, où il avait été coupé justement au cours de la saison pour des histoires extra-sportives. Voilà, le running back, c'était pas un poste de prédilection chez nous, mais cette année, voilà, il est beaucoup plus utilisé. Mahomes accepte aussi de l'utiliser, parce que c'est aussi un changement de mentalité. Voilà, Mahomes, il aime bien aussi lancer des gros caramels pour ses receveurs loin, faire des beaux jeux, mais voilà, on s'est adapté.
c'est une nouvelle force et c'est une nouvelle corde à notre arc qu'on utilise plutôt brillamment. Loïc, une petite question sur sur Pacheco, mais surtout sur votre défense contre la course, qui a quand même énormément souffert dans les playoffs. 136 yards concédés face aux Packers. Je crois que c'est 182 ou 183 face aux Lions. C'est 3 touchdowns au sol. Est-ce que finalement, Pacheco, ça va pas être quand même, si ça reste à ce niveau-là, un élément qu'il va falloir très sérieusement prendre en compte du côté des 49ers? Bien sûr, je suis complètement d'accord. Bon, évidemment, toute l'attaque des Chiefs me fait peur, mais Pacheco, ça m'embête un peu que ce soit pile l'année où on réaffronte les Chiefs au Super Bowl, qu'ils se soient mis à développer leur jeu au sol, parce que vraiment, ça fait pas nos affaires. Hein. Quand on voit ce qu'on a fait en défense contre la course sur nos 2 premiers matchs de playoff, c'était pas juste moyen, c'était vraiment cataclysmique par moment, au moins dans les 2 premières mi-temps, celle contre les Packers et celle contre les Lions. Sur leurs 10 premières courses, les Lions font 100 yards en finale de conférence, ce qui fait une moyenne, vous l'aurez tous compris, de 10 yards par course, qui est absolument incroyable. Donc oui, bien sûr, Pacheco va être, et l'utilisation qui en sera faite par Andy Reid sera un des facteurs X de ce match. Et j'espère vraiment que Steve Wilks va trouver des solutions. Parce que quand on voit toute la qualité qu'on a sur notre front seven, c'est incompréhensible qu'on soit aussi mauvais dans ce domaine du jeu. Oui, et d'ailleurs, Steve Wilks qui a un peu tiré la sonnette d'alarme ces derniers jours en disant qu'il fallait que la défense vraiment revienne à ses standards de début de saison. Seb, c'est vrai que cette défense des 49ers, elle l'inquiète un petit peu quand même dans ces playoffs. Ça a été inquiétant alors qu'elle a vraiment été d'une constance admirable sur la saison. Il ne faut pas oublier que sur la saison régulière, c'est la 3e défense au sol. C'est plutôt sur la défense antiaérienne que ça pêchait, puisqu'elle s'est classée 14e. Et on avait tendance à penser que la faiblesse de cette défense, elle était plutôt du côté du backfield. Mais il se trouve que ce front seven devient problématique, et est devenu problématique sur le jeu au sol durant les playoffs. Alors effectivement, Steve Wilks, il a raison de tirer la sonnette d'alarme, de battre le rappel des troupes surtout. Il est impératif que cette défense au sol retrouve son niveau, puisque ça pourrait ne pas passer face à l'utilisation actuelle de Kansas City, de Pacheco et de son jeu au sol. Tout à fait. Alors, juste avant de parler des facteurs X de cette rencontre, je vais donner la parole à Hugo et à Loïc pour qu'ils nous présentent un petit peu les podcasts qu'ils font, j'allais dire au quotidien, non, de manière hebdomadaire, dans leur vie de tous les jours, parce qu'ils ne sont pas résidents TF1. Enfin, pas encore, peut-être qu'un jour ça arrivera, mais pour l'instant, ils ne sont pas résidents TF1. Hugo, tu veux commencer, nous rappeler votre podcast sur les Chiefs et dire bonjour aux copains tant qu'on y est? Ouais, alors avec les copains, du coup, Emilien, là, qui vit à Kansas City, qui vient juste d'être papa, donc encore félicitations. Félicitations à lui, voilà. Et puis Johan, qu'on peut retrouver sur Clemson et beaucoup sur le college football, il est sur le foot US de A à Z, voilà, il a beaucoup de podcasts dans la semaine. Voilà, on a remonté le podcast l'année dernière, tous les 3, avec un autre ami, Clément, qui est moins présent malheureusement cette saison. Donc, notre podcast s'appelle How About the Chiefs. C'est le cri de guerre de Andy Reid dans les vestiaires. Voilà, tout simplement. Et on est le seul podcast sur les Chiefs en français. Voilà. Donc, n'hésitez pas à aller. Je suppose que c'est disponible sur Spotify, sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, toutes les plateformes d'écoute qui le méritent. Voilà. C'est les autres, tant pis pour elles. Et c'est comme ça. Loïc, toi aussi, vous avez un podcast avec les 49ers? Tout à fait. On a un podcast avec, donc je vais citer les membres, qui s'appelle le Faithful Podcast, qu'on a créé il y a environ 2 ans, un peu moins de 2 ans, avec Elliot Salmon, qui est chez Touchdown Actu, Kevin Renaudet, qui est aussi chez Touchdown Actu, Olivier Chenot, et son accent marseillais légendaire pour ceux qui écoutent le podcast, et Gonzague. Donc on fait un épisode toutes les semaines pendant la saison régulière et évidemment pendant les playoffs. On en fait aussi pendant l'intersaison, même si on en fait peut-être pas autant. Bon, s'il y en a qui écoutent ce podcast et qui ne reconnaissent pas ma voix alors qu'ils écoutent le Faithful Podcast, c'est possible parce que je ne fais que quelques épisodes par an, mais mes compères sont très assidus et on est présent sur toutes les plateformes de podcast, donc n'hésitez pas à venir nous suivre.
Et oui, si tu as donné le nom du podcast, c'est bon, c'est donné. Et ça se trouve, tu as fait plus d'émissions avec nous que dans le Faceful. Non, quand même pas. Non, quand même pas. J'en ai quand même fait une grosse vingtaine. Ah oui, bon, on va savoir. Parce que nous, t'es à deux chez nous. Bah, Hugo aussi, t'es déjà venu nous voir pendant la saison régulière avec grand plaisir. Et on avait annoncé à Thanksgiving que nous réinviterions les personnes dont les franchises seraient au Super Bowl. Voilà, c'est chose faite. Et c'est avec un grand honneur qu'on les invite. Et c'est surtout avec un grand remerciement pour eux qui ont accepté de nous consacrer un petit peu de temps. Alors, c'est pas fini, mais tant qu'on en est dans l'autopromo, je vais parler des podcasts de TFA parce que donc nous, pour Tailgate, Seb, on est là toute l'intersaison. Tu confirmes ? On sera là, je confirme. On sera là, on va faire une review notamment de toute la saison. Ensuite, on parlera de la draft et puis de toutes les actualités qui se passeront pendant l'intersaison qu'on ne maîtrise pas encore, puisqu'évidemment, l'actualité ne nous précède pas. Donc, on fera, alors ce sera sûrement un rythme d'un podcast par semaine parce que 2, c'est particulièrement difficile à tenir pendant l'intersaison. Mais il y aura un podcast par semaine. Il y aura aussi beaucoup de choses sur les mousquetaires où vous pourrez suivre toute la saison de LF sur TFA, et puis on parlera aussi un peu de D1 parce que sur TFA vous avez la possibilité de suivre tout le championnat de France de D1 Elite. Et tant que j'en suis à parler des podcasts de TFA, je rappelle aussi que si vous aimez la petite baba l'orange, la NBA, il y a un podcast qui s'appelle N1 qui est fait par notre rédaction NBA, par Yaya, par Chris, par Axel, par Cédric quand il reviendra de Boston. Et voilà. Et vous pouvez aller aussi sur Spotify écouter les copains de la NBA, ça leur fera plaisir et à nous aussi. Voilà. Alors, avant de clôturer ce podcast, il nous reste 2 petits thèmes à aborder. Le facteur X et bien sûr le pronostic. Le pronostic qui sera, je pense, de toute façon donné en toute bonne foi. Puisque c'est sûr. Ça va, c'est bien sûr. Évidemment. C'est toujours comme ça. La bonne foi est toujours prioritaire. Alors, en plus, sur le pronostic, je vais être particulièrement attentif à vos arguments, les garçons, parce que j'ai actuellement la première place du concours de pronostic de TFA. Je suis en tête et je n'aimerais pas la perdre le jour du Super Bowl qui vaut 10 points chez nous, sachant que j'ai que 3 points d'avance. Donc, il me faut le vainqueur, absolument. Voilà. Donc, celui qui me convaincra, je mise pour lui. Ah d'accord, tu comptes sur nous, quoi. Non, je compte sur tranquille, Loïc, je compte sur Loïc et Hugo. Tranquille, sans pression sur les invités, quoi. T'es comme ça. Je compte pas sur toi, vu les prédictions de début de saison, autant sauter tout de suite par la fenêtre. J'étais pas tout seul dans cette galère, je tiens à le dire, d'accord. Donc, je préfère pas faire confiance. Alors, juste avant le facteur X, tiens, commence Seb, c'est qui pour toi, qui ou quoi ce facteur X, l'élément qui pourrait faire la différence dans ce Super Bowl 58? Ah là, il y en a énormément. La météo, non. La météo en dôme, c'est assez limité. Allez, je vais t'en donner un pour chaque club. Pour San Francisco, ça me semble évident, c'est Christian McCaffrey. Est-ce qu'il peut performer au même niveau que le reste de la saison? Est-ce qu'il peut mener les 49ers sur ce match comme il les a menés toute la saison? Du côté de Kansas City, je dirais que c'est la constance de leur attaque et de leur jeu au sol en particulier qui sera la clé pour eux. Hugo, ton élément, déclencheur, décisif. Alors, forcément, il y aura le rôle de notre jeu au sol avec Isaiah Pacheco. Ça, on en a parlé tout au long du podcast. Mais moi, j'ai envie d'en rajouter un. Steve Spagnuolo aime beaucoup le blitz. Et est-ce que mettre la pression sur Purdy, est-ce que ça va pas être la clé du match? On l'a vu contre les Ravens. Les 49ers, ils ont subi beaucoup de pression. Purdy a lancé 4 interceptions, là, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, est-ce que ça va pas être ça la clé de notre côté, en plus du jeu au sol, mettre de la grosse pression sur Purdy, son premier Super Bowl, nous on a un peu plus d'expérience. Est-ce que ça peut jouer? Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Loïc, même question. Moi, je vais aussi y aller sur la pression, mais côté inverse, je vais donner Nick Bosa en facteur X, parce que autant je trouve que les Chiefs ont une excellente O-line dans l'absolu, mais surtout sur l'intérieur de la ligne, autant je pense que Nick Bosa est quand même capable de prendre le dessus sur Donovan Smith. Et la seule fois où on a vu
où on a vu Patrick Mahomes s'incliner au Super Bowl et même être complètement contenu par une défense adverse, c'était face aux Buccaneers. Un match où le pass rush adverse avait totalement pris le dessus sur la ligne de Mahomes. Donc je vais dire Nick Bosa, s'il est capable de mettre beaucoup de pression sur Patrick Mahomes, pourquoi pas lui poser de gros problèmes. Hugo veut réagir. J'ai vu. Oui, sur la ligne, tu as totalement raison sur la défaite face à Tampa au Super Bowl, où la ligne a pris l'eau complètement. Mais il faut savoir que la ligne, c'était que des backups, parce qu'on a perdu toute notre ligne au fil des playoffs, et on s'est retrouvé avec des joueurs pas du tout au niveau, clairement. Après, c'était notre faille, Tampa l'a très bien utilisé, mais on n'avait que des backups sur la ligne. Alors, Seb est habitué à la question, c'est une question bonus. Il est habitué à cette question parce que je lui ai posé, non pas tout au long de la saison, je ne vais pas te demander si les Bengals ont démarré leur saison. Non, pas celle-là. Non, celle-là, c'est bon, c'est fini. Non, mais c'est une que je t'ai posée beaucoup pendant ces playoffs, mais ça m'intéresse vraiment, c'est la question de l'expérience. Est-ce que ça peut, pour vous, cette expérience au Super Bowl des Chiefs, pour le coup, alors les 49ers sont quand même l'expérience des playoffs, hein, on ne va pas non plus rappeler toutes les dernières saisons, mais il y a quand même une grosse expérience. Mais au Super Bowl, il y a eu cette défaite contre Kansas City, justement, mais l'expérience du Super Bowl penche clairement en faveur des Chiefs. Est-ce que, Loïc, ça peut être un facteur qui peut faire pencher la balance quand même au bout d'un moment? Bien sûr, que ce soit du côté d'Andy Reid ou que ce soit quand même du côté de la sérénité du quarterback et de l'ensemble de l'équipe, ça peut être un facteur qui aura son importance parce que l'écart d'expérience, il est quand même assez énorme. J'ai l'impression que jouer un Super Bowl, c'est quand même très différent de jouer un match de playoff. Oui, en playoff, il y a de la pression, mais un Super Bowl, c'est un step au-dessus. Et les mecs des Chiefs, ils ont joué 4 Super Bowl. Ce sera leur 4e sur leurs 5 dernières années. Ouais. C'est ça, hein, je voilà. dis pas de bêtises. C'est ça. Donc, voilà. Alors, on a quelques stars qui ont déjà joué un Super Bowl, mais enfin, ils n'en ont joué que un. Et la majorité de nos titulaires n'en ont pas encore joué. Brock Purdy, ce sera son premier. CMC, ce sera son premier aussi. Trent Williams. Voilà. C'est un beaucoup pour qui ce sera le premier. Hugo, toi aussi, c'est un élément qui peut être important, l'expérience? Oui, forcément. Après, c'est pas ça qui va te garantir forcément le résultat. Après, ça peut être aussi, voilà, c'est ton premier Super Bowl, tu arrives, sans force. Tu te dis, voilà, je joue mon jeu, et puis ça peut très, très bien passer aussi. Voilà, du côté de San Francisco, il y a beaucoup de playmakers. Nous, on est plus une équipe homogène, mais on sait qu'un playmaker peut te faire la différence sur une action, et c'est ce qui peut te faire changer le cours du match. Donc, oui, l'expérience est de notre côté, mais en aucun cas, de mon côté, ça va garantir le résultat final. Seb, tu as quelque chose à ajouter ou tu en as marre de parler de l'expérience des équipes en play-off? Ça fait 3 semaines que je le saoule avec son expérience. Je lui ai déjà servi contre les Packers contre les Niners, les Lions contre les Niners. Là, je fais les Chiefs contre les Niners. Cette fois, c'est dans l'autre sens, l'expérience. Cette fois, c'est dans l'autre sens. Et oui, évidemment, ça peut être un facteur. J'abonde dans le sens du coup en disant que c'est pas forcément quelque chose de déterminant à la base du match, mais si la situation est sérieuse, ou même si elle l'est pas, en fait, c'est un facteur qui peut faire la différence. Mahomes a 28 ans, c'est bon, il a déjà sa carrière est déjà gravée dans le marbre maintenant. Moi, j'estime qu'il fait déjà partie des très très grands. Et en face, San Francisco, tout favori qu'il soit auprès des bookmakers américains, c'est un petit peu ils arrivent au bal des débutantes pour eux. Est-ce que ce sera un facteur? On verra, parce que les débutants aussi, ils peuvent jouer leur va-tout et jouer avec toute la morgue et justement l'insouciance de la jeunesse. Ce sera de toute façon un duel intéressant. D'ailleurs, Patrick Mahomes, on l'a su, le saviez-tu, mon cher Seb, ça te fera plaisir. C'est une stat qu'on a ressorti tout à l'heure. Il y a un article qui va paraître sur TFA dans les prochaines heures sur ce sujet. Mais Patrick Mahomes, qui n'est qu'à 83 yards de devenir le meilleur passeur all-time des Chiefs de Kansas City.
Donc c'est quand même, ça devrait passer pendant ce Super Bowl. On lui souhaite pas de malheur, mais 83 yards en toute logique, ça devrait quand même être dépassé. Donc voilà, c'est la petite stat. En plus, c'est tant qu'on en est à parler d'actualité, tiens, je vais demander la réaction d'Hugo. On vient d'apprendre qu'Eric Bieniemy ne serait pas dans le staff des Commanders. Donc c'est bien parce que j'avais fait un papier à 19h sur quel avenir pour Bieniemy, qui est du coup est maintenant périmé. Mais bon, c'est ça les joies de la rédaction. Mon cher Hugo, Bieniemy pas dans le staff des Commanders, c'est donc probablement sans poste pour 2024. Ça te surprend? Alors, toi qui l'as connu pendant 5 ans. Ouais, ça me surprend. Après, quand on discutait, voilà, est-ce que le départ de Bieniemy avec l'arrivée de Matt Nagy, est-ce que c'est ça qui empêchait les Chiefs d'être aussi performants? Pas forcément. Voilà, est-ce que les jeux offensifs, c'est pas surtout le coordinateur, mais surtout Andy Reid qui les appelle. Donc voilà, je pensais qu'il aurait plus performé parce qu'après on l'a vu chez les Commanders. Après, je vous avoue, j'ai pas regardé la saison en détail alors c'est pas forcément un mal pour toi. Hein. Je pense que tu vois, c'est pas la pire chose que t'aies pris comme décision cette année, c'est très clairement, parce que nous on a dû la suivre, tu vois. Et c'est pas ce qu'on a fait de mieux, tu vois. C'est très clairement. Dans le sens où voilà, tu avais un coordinateur qui sortait qui a deux Super Bowls, un Super Bowl perdu. Voilà, on l'a vu chez les Commanders. Voilà, c'est pas ça qui te garantit non plus d'avoir une attaque efficace de l'autre côté. Après, moi, je l'aurais plus vu sur un poste dit coach plus rapidement. Preuve en est que voilà, moi, ça me conforte dans l'idée qu'il y a beaucoup d'appels de jeu où ça reste quand même beaucoup Andy Reid qui appelait bien sûr avec la patte du coordinateur offensif. Mais voilà, moi, je suis plus dans cette optique-là. Quand tu passes de Patrick Mahomes à Samuel, il faut quand même se mouiller la nuque pour éviter l'hypothermie. Mon cher Seb, sur Bieniemy, on avait quand même pensé que sa route était toute tracée. On s'était dit, il va chez les Commanders. On savait que les heures de Ron Rivera étaient plus ou moins comptées à Washington. On s'est dit, bon, il prend le poste de coordinateur offensif pour être le prochain entraîneur principal des Commanders. Et puis là, patatras, Ron Rivera se fait licencier. Bon, ça, jusque-là, c'était plutôt dans les plans, même si ça arrivait peut-être un peu plus tard que prévu. Et puis, finalement, ils choisissent Dan Quinn comme head coach. Ils vont chercher Cliff Kingsbury comme coordinateur offensif. Et Bieniemy se retrouve sans poste. Eh ben, écoute, ça prouve qu'on est aussi bon pronostiqueur sur les coaching staff que sur. Alors là, je mets dans la sauce nos amis d'ESPN, de The Athletic et de tous les médias. oui, non, mais là on y est tous, quoi. C'est pas TF1, on y est tous parce que effectivement, absolument tout le monde s'est dit que Bieniemy, il était coordinateur offensif pour en intérim, en attendant de prendre le poste de Ron Rivera. Bon, ça se produit pas, mais en plus. Il se fait éjecter du staff au moment où tous les postes de head coaching sont pourvus en NFL. Bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Bon, bah voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a encore un poste ? Alors, je suis un petit peu éloigné de l'actu là. Coordinateur offensif. En coordinateur offensif, est-ce qu'il y a encore des postes à pourvoir ? Est-ce qu'il va aller en NCA ? Est-ce qu'il va rester chez lui ? Ça m'étonnerait. Est-ce qu'il va pas se dire, tu vois, j'attends qu'un entraîneur se fasse virer en 2025, quoi. Enfin, en 2024. Ah, mais c'est tout à fait plausible également, hein. Même en 2025, même peut-être pour certains courant 2024, hein, pour les meilleurs d'entre eux. Mais non, là, sa situation est intrigante et inattendue. Vraiment. On était tous persuadés que c'est lui qui allait avoir le head coaching job à Washington. Et ce qui est particulièrement inquiétant pour lui, je trouve, c'est quand même que il a été très peu demandé en fait dans les entretiens d'embauche passés pour les head coaching. Il y a eu que les Commanders qui lui ont fait passer un entretien, c'est tout. Dans tous les autres postes disponibles, il n'y a pas eu de. C'est assez. Alors, est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas à son sujet ? Est-ce que les équipes veulent pas s'engager avec lui pour une raison X ou Y ? Je crois pas qu'il ait été courtisé par des collèges non plus. Et est-ce qu'il voudra aller en collège, retourner en collège plus exactement, parce qu'il a coaché notamment à Colorado il y a longtemps. Sa situation va valoir la peine d'être suivie.
Mais est-ce qu'on surestime pas un peu Bieniemy? Parce que même à l'époque où c'était un gros nom, il était coordinateur offensif des Chiefs, il passait énormément d'entretiens. On s'attendait tous à le voir prendre un poste de head coach. C'était un peu le Ben Johnson de l'époque, le mec on attendait toute la saison qu'il soit head coach. Et au final, il le devenait pas. Tout ça pour partir et aller prendre l'attaque d'une équipe moins bonne. Donc est-ce que finalement les GM ont moins confiance en lui que le grand public et les médias? C'est une hypothèse qui est tout à fait plausible, à mon avis. Peut-être qu'il y a une hype Bieniemy qui est quasi uniquement médiatique, puisque, alors certes, avec Washington cette année, il y a Samuel qui fait une saison qui est plus que décente pour quelqu'un de son niveau, mais l'attaque n'a pas exactement fait des étincelles à un ou deux coups près ponctuellement sur la saison. Oui, peut-être qu'il est surestimé, peut-être. Voilà pour Bieniemy qui en tout cas n'aura donc visiblement, pour l'instant, on va rester prudent parce que ça va vite en NFL, qui n'a pour l'instant plus de place dans aucun staff de NFL puisqu'il ne reviendra pas dans le staff des Commanders pour 2024. Et qu'il va retrouver un poste d'ici à la sortie de ce podcast. Voilà, normalement, d'ici demain matin, que vous ayez le podcast, il aura signé ailleurs. Et donc, je demanderai à mon chef de couper cette partie, mais comme il ne m'écoute jamais quand je lui demande des coupes, eh bien, comme ça, je passerai une nouvelle fois pour un navet. Mes chers amis, un petit pronostic pour le Super Bowl, puisqu'on en revient quand même à notre Super Bowl 58. Alors, on commence par qui? On commence par Hugo. Allez, vas-y, mon Hugo. Alors, on voit les Chiefs. Pas forcément, on ne parie jamais contre Patrick Mahomes. Il y en a beaucoup qui l'ont appris à leurs dépens. Moi, je vois plutôt un match autour de la vingtaine de points. On va être sur peut-être un 27-24 ou peut-être en fin de match un turnover en faveur des Chiefs avec les 49ers qui vont vouloir remonter le terrain ou égaliser. Donc voilà, peut-être un +3, voire un +10, mais vraiment sur la fin du match. Allez, 27-24 Chiefs. Loïc. Alors moi, j'ai fait un truc qui se fait pas trop dans le milieu des podcasts francophones, mais je vais dire que je vois les Chiefs favoris. Alors là, tu as totalement le droit. Du coup, et puis en plus, ça facilite mon concours de pronos, je mets les Chiefs. Mais ne le dites pas à mes compères du Facebook Podcast, je vais me faire tuer. On leur dira d'écouter le podcast, ça nous fera une écoute en plus, mais bon, on leur dira de couper à 55 minutes. Mais pour moi, Andy Reid est le meilleur coach de NFL et est un excellent gestionnaire de matchs de playoff, là où Kyle Shanahan, malgré 2 victoires avec des remontées sur les 2 dernières semaines, me fait toujours peur. Je vois Patrick Mahomes et son jeu seul être capable de prendre le dessus sur notre défense que je trouve relativement inquiétante parce que mauvaise défense contre la course, parce qu'on a un problème en cornerback 2 avec ce gros nul d'Ambry Thomas et d'autres problèmes dans le backfield défensif. Il a attendu 1 heure et maintenant c'est bon. Voilà. Et que je pense la défense des Chiefs capable de... Enfin, elle a sorti un gros match contre les Ravens. Donc voilà, je n'annonce pas une déculottée. Je pense qu'il y aura match. Je pense qu'on est proche du 50-50, mais que les favoris sont les Chiefs sur la dynamique et sur le double rapport de force attaque-défense. Mais comme j'en ai rien à foutre, je vais quand même donner les Niners champions avec un score de 28-24. Allez, 28-24. Mon Seb. Je ne vois pas parier contre mon équipe lors d'une finale. 6-3 et tout est marqué dans le 4e quart-temps. Voilà. Un bon Patriots Giants. Quoi, voilà, et bon courage pour les mecs qui vont commenter en direct. Non, 27-23 San Francisco. 27-23 San Francisco. En parlant de commentaires en direct, je rappelle que ce Super Bowl 58 sera à suivre en images, évidemment, chez nos confrères de beIN Sport et de M6, mais également en commentaire sur la chaîne Twitch de The Free Agent avec Seb qui est donc là et qui sera notre sujet d'étude sur comment un supporter voit sa franchise pendant le Super Bowl. Et nous aurons également Vince qui sera au commentaire avec Arthur.
On n'oublie pas de suivre les réseaux sociaux de The Free Agent puisque Charles, notre patron, sera à la soirée NFL au Grand Rex et nous fera quelques petites vidéos en direct du Grand Rex avec plein d'invités du côté de Paris. Et puis moi, c'est si jamais vous n'avez pas pu suivre le Super Bowl, vous me retrouverez à l'écrit pour le résumé écrit de ce 58e Super Bowl qui sortira sur le site quelques minutes et sur l'appli bien évidemment de TF1 quelques minutes après la fin de la partie. Merci beaucoup Hugo pour ta présence dans notre podcast. Merci beaucoup Loïc d'avoir accepté notre invitation. Ça nous a fait très très plaisir. On vous souhaite à tous les deux, bon il y aura forcément un déçu, mais on vous souhaite à tous les deux quand même une très belle finale, un très beau Super Bowl. Profitez-en le plus possible parce que croyez-moi, ça ne se reproduit pas tous les ans. J'en sais quelque chose. Bon, alors Hugo aussi, ça se reproduit tous les ans pour lui, mais il y en a, c'est pas le cas. Tu vois, c'est pas toujours le cas. Merci à vous deux d'avoir été des nôtres. C'était très sympa et bien évidemment, merci Seb d'avoir été là. Et on te retrouve dimanche du coup. Ah bah non, on se retrouve avant, mercredi. On se retrouve mercredi avec le podcast de la loose avec Mathieu. Voilà. Le podcast de la loose avec Mathieu. Et juste avant, vous aurez donc le podcast avec un invité spécial et exceptionnel. Voilà pour les programmes sur TF1. Encore merci Hugo, merci Loïc. Et on se dit à très vite sur les antennes de TF1. Salut tout le monde. Salut. Ciao, bye.